La membrane plasmique. Par définition, toutes les cellules sont délimitées par une membrane plasmique qui joue un rôle primordial dans les échanges entre le milieu intracellulaire, c'est-à-dire le cytoplasme, et le milieu environnant, veut dire milieu extracellulaire, ainsi qu'avec d'autres cellules. Mise en évidence de la membrane plasmique. Deux techniques sont nécessaires pour mettre en évidence la membrane plasmique, à savoir l'observation des coupes minces. Pour ce faire, la technique dite microscopie électronique à transmission, MET, dont le principe de fonctionnement a été déjà traité en TP, s'impose. La question que l'on se pose est la suivante. Quel est l'objectif de cette technique? Eh bien, on peut répondre simplement comme suit. C'est la mise en évidence de l'aspect tristratifié de la membrane plasmique. Tri veut dire 3. Stratifié, ça vient du terme strate, veut dire couche ou feuillet. Donc, veut dire que la membrane plasmique égale 3 couches, dont 2 sont denses aux électrons et une est claire, comme le montre la micrographie. Alors, qu'est-ce que on peut retenir aussi à travers cette micrographie? L'épaisseur du feuillet intermédiaire, le feuillet clair, est comprise entre 30 et 40 angstroms. Par contre, celle du feuillet dense ou sombre oscille entre 20 et 25 angstroms. L'épaisseur moyenne de la membrane plasmique est d'environ 75 angstroms. Cependant, cette épaisseur varie en fonction du type cellulaire. Alors, l'intervalle accepté pour cette membrane plasmique est une épaisseur comprise entre 70 et 100 angstroms. Cette structure et cet aspect tristratifié sont retrouvés dans toutes les cellules, qu'elles soient d'origine animale ou d'origine végétale, et aussi dans tous les systèmes membranaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le système membranaire? Eh bien, tout simplement, c'est les membranes qui délimitent les organites de la cellule, tels que les mitochondries, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, lysosome, noyau, etc. D'où le nom de membrane unitaire ou encore membrane biologique, dite encore cytomembrane. Outre la technique de microscopie électronique à transmission, nous avons la technique dite de cryodécapage. C'est quoi le cryodécapage?
C'est une technique de lyophilisation qui correspond à la dessiccation, veut dire élimination de l'humidité, de la membrane plasmique qu'on a déjà congelée par sublimation. Sublimation veut dire passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux sans passage par l'état liquide. Quel est l'objectif de cette technique, c'est-à-dire le cryodécapage? Elle permet tout simplement la mise en évidence des particules globulaires dont le diamètre est compris entre 50 et 80 angstroms sur les deux hémimembranes. Donc, il est intéressant de mentionner qu'une hémimembrane correspond à un feuillet sombre plus la moitié du feuillet clair. Quelle est la composition chimique de la membrane plasmique? On retrouve les trois constituants essentiels, à savoir les lipides, les protéines et les glucides, dont les proportions respectives sont 49, 43 et 8%. Notons que les lipides, c'est-à-dire phospholipides et cholestérol, constituent le squelette de la membrane plasmique. Par contre, les protéines correspondent aux récepteurs membranaires et aux transporteurs. Modèle de la mosaïque fluide de la membrane plasmique. Ce modèle de la membrane plasmique en tridimensionnel a été proposé par Singer et Nicholson en 1970. Ce schéma montre très bien la disposition des trois constituants de la membrane plasmique, en l'occurrence les lipides, les protéines et les glucides. Si on commence par les lipides, nous constatons la présence de phospholipides qui sont à l'origine de cet aspect tristratifié de la membrane plasmique et dont le nombre et la concentration sont nettement supérieures à celles du cholestérol. On peut dire déjà que les phospholipides jouent le rôle de squelette de la membrane plasmique. Par contre, le cholestérol membranaire, il s'insinue entre les molécules de phospholipides pour stabiliser la structure de la membrane plasmique. Les protéines, qui sont de deux types, on voit très bien des protéines transmembranaires et jouent le rôle de transporteurs, et on voit aussi d'autres protéines de surface. Ces protéines, aussi comme pour les phospholipides, sont porteurs de molécules glucidiques pour former soit les glycoprotéines ou les glycolipides. Enfin, on peut dire que toute la membrane plasmique repose obligatoirement sur un socle qui est représenté par le cytosquelette. Et on reviendra en détail sur ce socle quand on parlera du cytosquelette.
Maintenant, vu la présence de ces trois éléments au niveau de la membrane plasmique, donc ceci confère l'aspect mosaïque de la membrane, qui veut dire ensemble d'éléments disparates qui se trouvent, c'est-à-dire en harmonie, avec les éléments qui l'entourent. Lipides membranaires. Les lipides membranaires sont amphipathiques, c'est-à-dire amphiphiles. Ceci veut dire que ces phospholipides qui constituent le squelette de la membrane plasmique sont en même temps hydrophiles et hydrophobes. En effet, le pôle hydrophile se trouve toujours en regard du milieu extracellulaire et en regard du cytoplasme. Pour conclure, on dira que les deux feuillets sombres de la membrane plasmique sont hydrophiles. Par contre, le feuillet clair constitue un pôle hydrophobe. Hydrophobe, c'est-à-dire fuit l'eau, et hydrophile veut dire aime l'eau. Alors, le pôle hydrophile est représenté normalement par la tête du phospholipide. Cette tête, ce n'est qu'un groupement de phosphates polaires. Par contre, la partie hydrophobe est représentée par deux bâtonnets et correspondent à des acides gras non polaires. Fluidité des membranes. Là, on va voir la fluidité des lipides. Ensuite, on reviendra sur la fluidité des protéines. Concernant la fluidité des lipides, et à travers ce schéma, on peut constater que les lipides se déplacent latéralement ou par bascule. Quand on parle d'un déplacement latéral, veut dire le déplacement qui se fait sur le même feuillet. Et le déplacement par bascule se fait par changement de feuillet, c'est-à-dire il passe du feuillet externe vers le feuillet interne et vice-versa. Le déplacement latéral est beaucoup plus fréquent que le déplacement par bascule. Quelles sont les conséquences de la fluidité des lipides? Bien sûr, sur la membrane plasmique. Tout d'abord, c'est la réparation de la membrane plasmique suite à des déchirures. Comme deuxième objectif, soit c'est l'augmentation de la taille de la membrane plasmique par addition de nouvelles molécules lipidiques, ou encore la diminution de la taille de la membrane plasmique, et ce suite à l'élimination de quelques molécules lipidiques. Protéines membranaires. Les protéines membranaires sont de deux types, à savoir les protéines intégrales dites intrinsèques ou encore dites transmembranaires. Ce type de protéine intervient d'une manière générale dans le transport membranaire. Sur ce schéma-là, ce type de protéine
est représenté par le A, le B et le C. La deuxième variété de protéines, c'est les protéines périphériques, dites encore extra-secs, qui se trouvent de part et d'autre de la membrane plasmique en regard du milieu extracellulaire, c'est le cas de la protéine D, ou encore en regard du milieu intracellulaire, c'est-à-dire le cytoplasme, c'est le cas de la protéine E. Les protéines périphériques sont impliquées dans la transmission du signal cellulaire. Mobilité des protéines membranaires. La formation de cellules hybrides homme-souris démontre que les protéines de la membrane plasmique peuvent se déplacer latéralement dans la bicouche lipidique. Au départ, les protéines murines et humaines sont confinées à leur moitié dans la nouvelle membrane plasmique de la cellule hybride. Au bout de 40 minutes, nous constatons que ces protéines se mélangent rapidement. Pour mettre en évidence la mobilité de ces protéines membranaires, nous avons utilisé le microscope à fluorescence et nous avons utilisé bien sûr des marqueurs fluorescents tels que la rhodamine utilisée pour les protéines membranaires de la souris et la fluorescine utilisée pour marquer les protéines de la membrane de la cellule humaine. Une fois que nous avons mis en évidence le déplacement latéral et de bascule des lipides, d'une part, et la mobilité des protéines membranaires, d'autre part, on peut conclure que la membrane plasmique est fluide. Les glucides membranaires. Concernant les glucides membranaires, on peut dire qu'ils se localisent uniquement du côté externe de la membrane plasmique. Ils sont toujours liés aux lipides et aux protéines membranaires pour former respectivement les glycolipides et les glycoprotéines. Fonctionnement de la membrane plasmique. Le passage des molécules à travers la membrane plasmique se déroule selon deux grands processus, à savoir les processus passifs ne nécessitant aucune énergie et les processus actifs dont la présence d'énergie s'impose. Le transport passif. Ces processus passifs ne nécessitent aucun apport énergétique. On peut les résumer à travers le schéma que vous avez sur cette diapositive. D'abord, nous avons des molécules transportées qui sont
de deux types, soit les molécules d'H2O ou bien les molécules de soluté. Quand il s'agit de molécules d'H2O, leur transport se fait par une simple diffusion. Par contre, les solutés, leur transport se fait grâce soit à un canal protéique ou bien grâce à une protéine de transport. Donc, à partir de ce schéma, on peut dire que la diffusion de l'eau et le passage des solutés à travers la membrane plasmique, soit par le canal protéique ou la protéine de transport, constituent le transport passif. Par contre, le passage des solutés, soit par le canal protéique ou par une protéine de transport, constitue la diffusion facilitée. Chose qui est très importante dans les processus passifs, c'est que le transport se fait obligatoirement dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Diffusion facilitée. Rappelons que ce type de transport, bien sûr passif, est assuré soit par un canal protéique, soit par une protéine de transport, tout en suivant bien sûr le gradient de concentration. On va voir maintenant un exemple de diffusion facilitée assurée par un canal protéique. Cas de la diffusion facilitée avec canal. Sur cette diapositive, on voit très bien la membrane plasmique dans laquelle nous avons représenté deux canaux. Alors, dans le milieu externe, la concentration de l'élément à transporter est nettement supérieure à celle qui se trouve dans le milieu interne. Ceci est indiqué par cette grande flèche représentée en rose et dans laquelle c'est noté gradient de concentration, qui veut dire la concentration dans le milieu externe est supérieure à la concentration dans le milieu interne. Donc, par voie de conséquence, ces éléments vont être transportés avec aisance sans dépense d'énergie du milieu externe vers le milieu interne de la cellule. Là, nous allons voir le deuxième type de diffusion facilitée. C'est le cas de protéines de transport. Ce type de protéine change de forme pour permettre tout simplement le passage d'un élément d'un côté de la membrane plasmique à l'autre. Dans ce cas-là, on va voir trois cas de figure, c'est-à-dire trois cas qui utilisent des protéines de transport pour assurer le transport d'un côté à l'autre de la membrane plasmique. Premier cas, c'est le cas de glucose. Alors ça, on le sait très bien que le transport du glucose nécessite des perméases. Alors attention, quand on dit perméase, veut dire tout simplement protéine de transport qui est là pour assurer et d'accélérer
le passage de ces molécules d'un côté à l'autre de la membrane plasmique. Attention, tout en suivant le gradient de concentration, c'est-à-dire le glucose va se déplacer du côté présentant une très forte concentration en glucose vers la partie présentant une faible concentration en glucose. Et tous ces processus ne nécessitent pas un apport d'énergie. Cette diapositive représente la diffusion facilitée du glucose avec une protéine de transport. C'est une perméase. Alors, sur la première photo, ici plutôt le premier schéma à gauche, nous avons représenté la concentration du glucose de part et d'autre de la membrane plasmique. Et nous constatons que cette concentration, représentée par de petites molécules en mauve, est beaucoup plus importante dans le milieu extracellulaire que dans le milieu intracellulaire. Alors maintenant, comment ces molécules de glucose vont passer de l'extérieur vers l'intérieur? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ces molécules vont suivre le gradient de concentration de glucose. Eh bien, sur cette perméase existe un bras. Ce bras est responsable du piégeage de ces molécules de glucose qui, à son tour, va les envoyer dans le canal de la perméase pour se retrouver directement dans le milieu intracellulaire. Nous avons fini avec le premier cas, c'est-à-dire le transport facilité du glucose. Maintenant, on va voir le deuxième cas. C'est le sympore. Alors, qui dit sympore dit cotransport unidirectionnel. Ceci correspond tout simplement à la présence de ces perméases qui assurent le transport concomitant, c'est-à-dire en même temps, de deux éléments de nature différente. Par exemple, sur ce schéma-là, on voit la première particule dont le canal de la perméase est représenté en jaune et la deuxième en mauve. Ces deux particules se déplacent dans le même sens, c'est-à-dire du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Troisième cas, antipore, dit encore cotransport bidirectionnel. Ceci veut dire que la perméase, grâce à son canal, assure le transport concomitant de deux éléments différents qui se fait dans deux directions opposées. C'est-à-dire à mesure que l'élément 1 a tendance à pénétrer dans le milieu intracellulaire, dans le même canal, il y aura un deuxième élément qui a tendance à quitter le milieu intracellulaire pour se retrouver dans le milieu externe. Transport actif, c'est-à-dire c'est un transport qui nécessite la consommation d'énergie. Là, nous allons voir le cas de la pompe sodium-potassium. Comme le montre cette diapositive, cette perméase est capable de transporter en même temps le sodium et le potassium contre leur gradient de concentration. Je m'explique, c'est-à-dire elle est capable
de faire sortir le sodium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, c'est-à-dire contre le gradient de concentration du sodium, et inversement pour le potassium. Donc ce processus nécessite de l'énergie et on voit très très bien que cette pompe Na+, K+, est couplée directement à la déphosphorylation de l'ATP. Sur cette diapositive, nous avons un schéma récapitulatif qui montre le fonctionnement de la pompe sodium-potassium. Normalement, comment se présente le gradient électrochimique de Na+ et de K+, de part et d'autre de la membrane plasmique? Ça, on le sait très très bien. Normalement, la concentration de K+ est toujours plus élevée dans le milieu intracellulaire, donc sa diffusion s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur. Par contre, la concentration de Na+ est toujours élevée dans le milieu extracellulaire. Donc, sa diffusion s'effectue de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, maintenant, si on veut déplacer ce sodium et ce potassium contre leur gradient électrochimique, comment se faire? Eh bien, tout simplement, c'est la pompe Na+, K+. Ce n'est qu'une protéine transporteuse qui est responsable du transport du Na+ et le K+ contre le gradient électrochimique. Cela va de soi, se fait à l'aide d'énergie sous forme d'ATP. Alors, on voit très très bien dans l'étape 1 et 2, la pompe a une grande affinité pour le Na+ intracellulaire. Ce dernier s'installe dans les sites de liaison de la pompe. Ceci permet la déphosphorylation de l'ATP en ADP. La phosphorylation de la pompe, c'est-à-dire addition du PI issu de la déphosphorylation de l'ATP sur la pompe à sodium, provoque la déformation de la protéine, c'est-à-dire de la pompe, réduisant ainsi son affinité pour le Na+. Donc, on le voit très bien dans l'étape 3. Ceci induit la libération de Na+ dans le milieu extracellulaire. Cette nouvelle conformation, c'est-à-dire cette nouvelle forme de la pompe, donne une très grande affinité pour le K+ extracellulaire qui va s'attacher, on le voit très très bien dans l'étape 4, au site de liaison. Ce processus déclenche la libération du groupe PI, c'est-à-dire le phosphate inactif de la pompe, ce qui provoque le rétablissement de la forme initiale de la pompe, permettant ainsi la diffusion de K+ dans le milieu intracellulaire. Et on le voit très très bien dans l'étape 5 et l'étape 6. Transport vésiculaire. La cellule peut faire passer des
macromolécules ou de grosses particules à travers la membrane plasmique en utilisant des vésicules de transport. On peut dire que le transport vésiculaire est de deux types. D'abord, endocytose, qui correspond tout simplement à faire pénétrer dans la cellule les macromolécules ou les grosses particules. Et ce type de transport vésiculaire peut être subdivisé en trois cas. D'abord la pinocytose, la phagocytose et l'endocytose par récepteurs interposés. Le deuxième type, c'est l'exocytose qui correspond tout simplement au rejet des macromolécules ou des grosses particules de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Exocytose. La cellule peut excréter, c'est-à-dire rejeter à l'extérieur, des macromolécules en fusionnant des vésicules de sécrétion à sa membrane plasmique. Alors, ce schéma-là nous montre les différentes étapes de l'exocytose. D'abord, nous avons une vésicule de sécrétion qui provient soit à partir de l'appareil de Golgi, peut-être à partir du lysosome. Cette vésicule de sécrétion renferme des produits de sécrétion, se dirige directement pour se fixer à la membrane plasmique. Ce processus est dit arrimage. Suite à ce processus, cette vésicule de sécrétion, son contenu va subir une maturation. Ensuite, la pénétration de Ca2+ de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule provoque l'ouverture de cette vésicule à l'extérieur de la cellule. Ceci a pour conséquence la libération du contenu de cette vésicule. Alors, cette vésicule de sécrétion qui est responsable de ce processus d'exocytose peut rester accolée à la membrane plasmique, provoquant ainsi son élongation, son augmentation de taille, ou se détache de la membrane pour être recyclée dans le cytoplasme de la cellule. Endocytose. Le phénomène inverse existe aussi. C'est-à-dire, il s'agit d'endocytose. Dans ce cas, la membrane plasmique s'invagine pour laisser entrer des macromolécules ou d'autres substances. Dans le cas de l'endocytose, comme nous l'avons déjà dit un peu plus haut, nous avons trois exemples. Le premier exemple, c'est le cas de la pinocytose, c'est-à-dire lorsque la cellule absorbe de grosses gouttelettes lipidiques. Bien, donc il serait très intéressant de voir les différentes étapes de cette pinocytose. D'abord, on assiste au piégeage de ces particules, c'est-à-dire des gouttelettes lipidiques. Le piégeage se fait grâce au glycocalyx
Ensuite, le complexe glycocalyx plus gouttelette lipidique au niveau de la membrane plasmique, bien sûr, va former une invagination. Donc, ce qui correspond au pincement de la membrane plasmique, donnant cette forme de gouttière. Troisième étape, les deux bords de cette gouttière finissent par fusionner et donnent naissance à une vésicule de pinocytose qui se retrouve à l'intérieur du cytoplasme. Notons que cette vésicule, cela va de soi, renferme des gouttelettes lipidiques. Phagocytose. La cellule avale de grosses particules solides. C'est le cas, par exemple, du macrophage. Alors, sur cette diapositive, nous allons voir les différentes étapes de la phagocytose d'une bactérie par un macrophage. La première étape, c'est l'adhésion de la bactérie à la membrane plasmique du macrophage. Ensuite, dans cet endroit, on assiste à la formation d'une gouttière de la membrane plasmique sous forme d'une invagination, provoquant ainsi la séquestration de la bactérie. Ensuite, en dernière étape, les deux bords de cette gouttière finissent par fusionner et forment dans le cytoplasme du macrophage une vacuole de phagocytose. Endocytose par récepteur interposé, dite encore potocytose. Dans ce cas, la cellule absorbe des substances spécifiques capables de se lier à ces récepteurs membranaires. Les étapes de la potocytose se résument comme suit. D'abord, sur la membrane plasmique, on le voit très bien en deux, la présence de récepteurs membranaires qui sont liés à la membrane plasmique par le GDP. Ensuite, le ligand vient et se fixe sur ce type de récepteur membranaire. Donc, on a finalement un complexe récepteur membranaire ligand. Alors, cette partie de la membrane plasmique qui renferme ces complexes récepteurs ligands se transforme en une cavéole. La cavéole, c'est-à-dire, c'est une invagination de la membrane plasmique. On le voit très bien dans l'étape 3. L'étape suivante, les deux bords de cette cavéole finissent par fusionner et donnent naissance à une vacuole se retrouvant ou une vésicule se retrouvant dans le cytoplasme de la cellule. Toujours en phase 4, nous constatons la pénétration de protons H+ à l'intérieur de cette vacuole par l'intermédiaire de la pompe à protons. Ceci provoque tout simplement la dissociation du ligand à partir de son récepteur membranaire. Et ce ligand quitte la vacuole
pour se retrouver dans le cytoplasme cellulaire par l'intermédiaire de canaux ioniques. Ensuite, la dernière étape correspond à la réouverture de la cavéole à la surface de la membrane plasmique. Jonction intercellulaire. Le corps d'un vertébré est composé de plus de 200 types cellulaires. La majorité des cellules est organisée en épithélium. Il existe différents types de jonctions intercellulaires dans les cellules épithéliales animales. Bien sûr, quand on parle de jonction intercellulaire dans les tissus épithéliaux, veut dire tout simplement comment s'effectue la juxtaposition des cellules épithéliales, c'est-à-dire comment ces cellules sont accolées les unes aux autres. Et comment s'effectue aussi le contact entre la cellule épithéliale et la lame basale. Bien sûr, si on prend sur cette diapositive, commençant de la gauche, 1, 2, 3 cellules, ces cellules sont accolées les unes aux autres par ce système de jonction qui sont de plusieurs types. Donc la colonne qui vient en bleu nous montre les différents types de jonction. D'abord, nous avons la jonction serrée, toujours se trouve en première position, et tout à l'heure vous allez voir pourquoi. Ensuite, vous avez une jonction de type adhérente, une autre jonction de type desmosome, enfin la jonction communicante. Et enfin, un autre type de jonction qui permet la fixation de la cellule épithéliale à sa lame basale. Là, il s'agit d'une jonction dite hémidesmosome. Remarque importante. Les jonctions de type serré sont spécifiques aux épithéliums. Quand je dis les épithéliums, c'est-à-dire les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Les autres jonctions existent sous des formes qui sont plus ou moins modifiées dans les différents tissus non épithéliaux. Jonction serrée. Cette diapositive met en évidence la structure en 3D de la jonction serrée. On voit très bien la présence de deux membranes plasmiques interactives séparées par un espace intercellulaire. Cependant, nous constatons que par endroits, les deux membranes sont scellées, c'est-à-dire l'une est accolée à l'autre. Donc, ce scellement est assuré par des brins d'occludine et de claudine. Maintenant, on va poser la question suivante. Quel est le rôle de cette jonction serrée? Eh bien, tout simplement, elle permet aux feuillets cellulaires de servir de barrière à la diffusion des solidités. Supposons que au niveau de cet épithélium, comme on l'avait dit tout à l'heure, la jonction serrée se trouve toujours en première position
du côté du pôle apical. Et en général, ce pôle apical se trouve en regard d'une lumière. Les produits, c'est-à-dire ça peut être des solités, qui se trouvent dans cette lumière ne pourront jamais passer entre les cellules et c'est grâce à qui et qui empêche ce passage? Eh bien, tout simplement, c'est ces jonctions serrées. En plus, dans de nombreux épithéliums, les jonctions serrées constituent le siège d'assemblage de complexes de protéines intracellulaires qui contrôlent, qui définissent la polarité apico-basale à l'intérieur de la cellule. Jonction liée au cytosquelette. Normalement, les jonctions qui font intervenir quelques éléments du cytosquelette sont de trois types. D'abord, les jonctions adhérentes, les desmosomes et les hémidesmosomes. Jonction adhérente. Ce type de jonction est construit autour de protéines transmembranaires appartenant à la famille des cadrines. Une molécule de cadrine de la membrane plasmique d'une cellule se lie directement à l'autre molécule de cadrine identique se trouvant dans la membrane plasmique de l'autre cellule. Ce type de liaison entre deux molécules identiques est dit homophilique. À noter que dans la cellule, les molécules de cadrine sont rattachées par l'intermédiaire de protéines de liaison aux filaments d'actine ou de kératine. Desmosome. Les molécules transmembranaires de cadrine sont ancrées à l'intérieur de chaque cellule à des filaments intermédiaires, plus particulièrement aux kératines. Cette organisation confère au feuillet épithélial une grande résistance à la traction. C'est le cas de l'épiderme. Hémidesmosomes. Ils ancrent les filaments de kératine se trouvant dans le pôle basal d'une cellule épithéliale, dans la membrane ou la lame basale. La fixation est assurée par des protéines de type intégrine. Dernier type de jonction, c'est les jonctions communicantes de type GAP. Au microscope électronique, ce type de jonction apparaît comme des régions où les membranes des deux cellules sont très proches et exactement parallèles, séparées par un étroit intervalle dit gap dont l'épaisseur est comprise entre 2 et 4 nanomètres. Cet intervalle est traversé
par plusieurs tunnels. Ces tunnels sont 10 connexions et chaque connexion est formée par 6 sous-unités qui traversent les deux membranes juxtaposées. Ceci permet le passage des ions inorganiques et les petites molécules hydrosolubles d'une cellule à l'autre.